Panique bancaire 2.0. Alors, on a tous entendu parler de panique bancaire. C'est-à-dire qu'on a tous les images de Northern Rock ou d'autres banques où les gens font la queue pour récupérer leur argent. Good evening. One of Britain's biggest mortgage lenders, Northern Rock, is applying to the Bank of England for emergency financial support. BBC News has learned that the bank... Dans les heures qui suivent la nouvelle, les clients inquiets se précipitent à la Northern Rock pour retirer leur argent. Maybe it's safe, maybe it's not, but I'd rather know that it was safe. I'm just going to go put it in my bank and then... I've taken all of my money out. Le gouvernement britannique tarde à réagir à la panique. Les autorités de la Grande-Bretagne n'ont pas été à la hauteur. En laissant ces fils se former pendant 2 jours, elles ont nui à la réputation du système bancaire britannique. On l'a vu à Chypre, on l'a vu au Liban, on l'a vu en Argentine, on l'a vu dans de nombreux pays en crise. Donc les gens, lorsqu'ils ont peur, lorsqu'ils ont un manque de confiance, ils font tout pour récupérer leur argent et ça crée un phénomène de foule. En Europe, quand on a eu effectivement la crise des subprimes, 2008, 2009, il y a eu des lois qui ont été votées justement pour limiter les dégâts. Premièrement, on a compris que les gens, ils avaient peur et c'est normal, c'est légitime. Parce que si la banque fait faillite, leur argent disparaît. Donc, on s'est dit, OK, on va les rassurer en leur apportant ce que l'on appelle une garantie de l'État. C'est-à-dire que si tu as de l'argent auprès d'une banque, l'État te garantit ton argent juste à hauteur de 100 000 euros. Deuxièmement, on a voulu éviter finalement ces phénomènes de panique en créant une limite sur les retraits. C'est-à-dire que tu ne peux pas retirer plus qu'un certain montant. Troisièmement, bien évidemment, on veut savoir où va ton argent, qu'est-ce que tu fais avec ton argent, etc. Donc à chaque fois que tu fais un gros virement ou à chaque fois que tu reçois pas mal d'argent, tout de suite, on te pose des questions, etc. Bien évidemment, il y a derrière des soupçons de blanchiment, de terrorisme, de tout ce que vous voulez. Mais la vraie raison, c'est qu'on a peur effectivement que l'argent parte. Et depuis également cette période, on a eu une baisse du poids des banques, notamment en Europe, surtout en Europe. Mais on a eu la montée du shadow banking, c'est-à-dire la finance parallèle, la finance de l'ombre, c'est-à-dire des activités de prêt et d'autres activités, par exemple la gestion de portefeuille, le financement, etc., mais qui ne sont pas régulées comme les banques classiques. Vous savez, les banques classiques, elles sont obligées de respecter certaines normes, de respecter certaines règles. Et vous avez en parallèle certaines sociétés qui font les mêmes activités que les banques, mais qui ne doivent pas respecter les mêmes règles, le shadow banking. Et aujourd'hui, il y a 3 grosses nouvelles qui montrent qu'on est peut-être en train de vivre une sorte de panique bancaire 2.0. Bien évidemment, c'est moins spectaculaire que les personnes qui font la queue pour récupérer leur argent. Néanmoins, on a aujourd'hui l'Internet. On n'a plus besoin d'aller se déplacer. D'ailleurs, les agences bancaires, avec le coronavirus, personne n'y allait. Et on n'est plus obligé d'aller à sa banque pour récupérer son argent. Donc tout d'abord, le livret A qui bat tous les records. Ensuite, je vais revenir sur l'assurance vie. Je vais également revenir sur les fonds européens qui font face à des retraits massifs. Et on a bien évidemment le même phénomène aux États-Unis. Donc ça nous fait pas mal de sujets qui vont dans le même sens. Premier sujet, les Français qui placent toujours plus d'argent sur leur livret A. La collecte du livret A a augmenté de 50% en mars par rapport à la même période l'an dernier. La consommation des ménages a baissé de près de 40%. Des Français qui dépensent moins et épargnent. Le livret A a atteint en avril un record de collecte de près de 5,5 milliards d'euros contre 2,7 au mois de mars. C'est spectaculaire, hein, 5,5 milliards d'euros supplémentaires. Songez que sur les 4 premiers mois de l'année, on a déjà accumulé autant sur nos livrets A que tout au long de l'année 2019. Que les gens, ils veulent effectivement fuir tout ce qui est activité financière, etc. et mettre leur argent à l'abri. Et Bruno Le Maire a même dit, voilà, c'est un refuge de l'épargne, vers l'épargne, et ça peut se faire au détriment de l'activité économique, du financement de l'économie. Parce que si les gens effectivement mettent de l'argent de côté, ça veut dire qu'ils ne vont pas financer l'économie. Donc ça prouve également une certaine
incertitude sur l'avenir. Il y a une épargne très importante des Français, 55 milliards d'euros qui ont été épargnés. Et bien entendu, nous allons inciter les Français à utiliser une partie de cette épargne, soit le placer pour des PME, c'est le PEA, PME, c'est tous les produits que nous avons créés d'épargne pour soutenir les petites et les moyennes entreprises, soit en consommant des biens, que ce soit sur l'automobile, des biens d'équipement, des biens de consommation courante ou dans les restaurants dès que ceux-ci pourront rouvrir. Donc je crois qu'il est très important qu'il y ait une mobilisation de tous pour faire redémarrer l'économie. Ensuite, deuxième point, collecte négative de l'assurance vie pour la première fois depuis 2018. C'est-à-dire que l'assurance vie récupère beaucoup moins d'argent et la collecte nette est descendu à moins 2,2 milliards d'euros en mars 2020. Ça veut dire qu'il y a eu plus de retraits que d'apports d'argent au niveau de l'assurance vie. Et on voit ici effectivement voilà, la collecte totale qui baisse fortement par rapport aux précédents mois et aux précédentes années. Les fonds européens font face à des retraits historiques. Les investisseurs ont retiré près de 290 milliards d'euros des fonds ouverts européens en mars, un record historique. Et la fuite des investisseurs conjuguée à la chute des marchés représente une double peine pour le secteur. Alors bien évidemment, depuis, le marché a progressé. Néanmoins, vous voyez ici, l'obligataire a été le secteur le plus durement touché avec des sorties de près de 140 milliards, un retournement de situation particulièrement brusque pour cette classe d'actifs qui avait affiché une collecte de 330 milliards d'euros en 2019. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de retraits que d'apports d'argent. PIMCO a enregistré à lui seul plus de 6 milliards d'euros de sorties. Alors bien évidemment, la situation elle est calme, elle est beaucoup plus stabilisée. Ça ne veut rien dire. C'est juste la preuve que si la crise repart, on peut se retrouver dans une situation similaire où les gens vont retirer massivement leur argent. Alors qu'auparavant, on pensait que le principal risque, c'était finalement l'argent qui était auprès de la banque. Eh bien non, aujourd'hui, il y a effectivement ce risque de crise, de panique bancaire 2.0. Et ici, un autre exemple, le 6 mai, Americans wrong to boost cash, seek credit, etc. Et donc les Américains, effectivement, sont en train aujourd'hui de mettre plein de cash de côté. Donc c'est le 6 mai, c'est assez récent parce qu'il y a énormément d'incertitudes. Et ça, c'est according to UBS Global Wealth Management. Et bien évidemment, les régulateurs craignent une nouvelle crise de liquidité en Europe. La fuite des investisseurs au début de la crise a mis sous pression les fonds européens, particulièrement les fonds de dette d'entreprise et d'immobilier. Les régulateurs veulent s'assurer qu'une nouvelle vague de retrait ne mettrait pas en péril la stabilité de l'industrie financière. 14 mai. D'accord. Donc c'est très récent et on voit bien que derrière le vent de panique qui a secoué les marchés financiers en mars a largement affecté la gestion d'actifs. Et pourquoi c'est important? Parce qu'on voit bien que cette finance parallèle, elle gère et elle s'occupe de gérer énormément d'argent. Et son poids aujourd'hui devient comparable à celui des banques. Et donc c'est assez intéressant comme phénomène parce que auprès des banques classiques, c'est de plus en plus difficile de récupérer son argent rapidement, alors qu'auprès de ces fonds, c'est tout à fait possible et tant mieux. Et là, vous voyez, crainte d'une deuxième vague. L'ampleur des retraits subis par les fonds de dette d'entreprise a été particulièrement forte sur la dette risquée. Les investisseurs ont retiré plus de 10% des encours de ces fonds en un peu plus d'un mois, un record depuis la crise financière. Le SRB s'inquiète particulièrement du peu de liquidité sur ces marchés au plus fort de la crise. Seule l'intervention massive des banques centrales européennes et américaines est parvenue à ramener un calme relatif. Sinon, ça aurait été la débandade. Et on voit bien que ce soit la BCE ou que ce soit la Fed, ces deux institutions ont réellement calmé le jeu parce que le risque aurait été bien plus grave que si, bien évidemment, il n'y aurait pas eu d'intervention. Et voilà, une deuxième vague de sorties massives risquerait alors de frapper des fonds déjà fragilisés. Les gérants pourraient être contraints de céder rapidement à prix décoté de nombreux titres pour honorer les demandes de retrait des investisseurs.
L'impact serait massif. Les gérants d'actifs et les assureurs, notamment via les contrats en unité de compte, possèdent plus de la moitié des obligations d'entreprise en Europe. Et il y a beaucoup de gens qui me posent la question par rapport à l'assurance vie. Je pense que vous avez un début de réponse. Les gérants d'actifs et les assureurs, notamment via les contrats en unité de compte, possèdent plus de la moitié des obligations d'entreprise en Europe. Donc si effectivement on a des retraits qui se poursuivent, ces obligations vont chuter parce que quand par exemple tu investis auprès d'une assurance vie ou auprès d'un gestionnaire de portefeuille, lorsque tu veux récupérer ton argent, lui il va vendre ses actifs, donc ça va faire baisser les prix et ça peut provoquer un crack. D'accord? Donc aujourd'hui on a calmé le jeu grâce aux banques centrales, grâce à la BCE, grâce à la Fed. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet par rapport effectivement aux no limit de la Fed qui aujourd'hui achète des ETF sur des obligations pourries, des junk bonds. Mais on voit bien que les particuliers ils sont quand même assez sceptiques et ils retirent leur argent. Gérer la liquidité dans un délai convenable, la valorisation des titres détenus par l'un s'en trouverait mécaniquement affectée. On est bien d'accord, c'est-à-dire que si tu retires ton argent, ça va déprimer ces marchés. Le marché primaire risquerait également de se fermer à nouveau, c'est-à-dire que les entreprises vont moins se financer par le biais de ce marché, réduisant les capacités de financement des entreprises. Parce que les entreprises, elles se financent soit auprès des banques, soit auprès des marchés financiers en émettant ce que l'on appelle des obligations. D'accord? Elles se financent directement sur les marchés financiers et les obligations leur permettent de se financer. Et si on a un crack et une crise sévère sur le marché des obligations d'entreprise, la conséquence c'est quoi? C'est que le marché primaire, le marché sur lequel ces entreprises émettent des obligations, ne va plus marcher. Et bien évidemment, ça va également impacter le marché secondaire et ça va impacter l'assurance vie et ça va impacter pas mal d'institutions dans le domaine du shadow banking. Idem, les fonds immobiliers, le SRB s'inquiète particulièrement des conséquences des politiques publiques de distanciation physique sur le nombre de transactions et la valorisation des actifs. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut avoir également un gros impact à la baisse sur l'immobilier. De nombreux fonds britanniques ont suspendu les rachats ces derniers mois du fait de l'incapacité à valoriser leurs actifs avec suffisamment de certitude. C'est énorme. C'est-à-dire que déjà en Grande-Bretagne, il y a des fonds britanniques qui ont empêché les gens de récupérer leur argent. On n'en parle pas beaucoup, ça ne fait pas la une des médias, mais c'est clairement une panique bancaire 2.0. Et là, on voit bien que ça chauffe. On croise les doigts pour que ça ne dégénère pas, mais on voit bien que la situation est quand même assez délicate. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo, de laisser un super commentaire et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.